Bonjour à tous et bienvenue. La commission électorale indépendante, la CEI, a proposé hier au gouvernement de proroger la révision de la liste électorale. Initialement prévue du 10 au 24 juin, l'opération d'enrôlement se poursuivra finalement jusqu'au 30 juin 2020. C'est le sujet de ce numéro de Ça fait l'actualité. Je vous propose d'écouter M. Émile Lebrotier, porte-parole de la CEI, lors de la conférence de presse qui s'est tenue hier, des propos recueillis par Sidonie Da Silva. Au regard des statistiques partielles en notre possession, les tendances sont encourageantes. Afin de faire droit à cette requête légitime des acteurs du processus électoral, la commission centrale de notre institution a proposé ce jour au gouvernement la prorogation de l'opération de recensement électoral. Notre intérêt et notre souhait est de conforter l'inclusivité autour du processus. Toutefois, la CEI est tenue au respect des dispositions légales. Elle ne peut donc pas proroger indéfiniment le recensement électoral car elle est contrainte d'organiser le scrutin présidentiel le 31 octobre 2020, conformément à la Constitution, et de publier la liste électorale provisoire 3 mois avant le scrutin, soit le 1er août 2020 au plus tard, comme le prescrit le Code électoral. C'est pourquoi nous proposons la prorogation du recensement électoral jusqu'au 30 juin 2020. La CEI réitère son appel en vous invitant à venir nombreux vous faire enrôler. Nos équipes de recensement ont été renforcées. Un élément de Sidonie Davila, bien évidemment. La révision de la liste électorale, opération fondamentale, constitue la première étape de l'élection présidentielle prévue au mois d'octobre prochain. L'enregistrement des nouveaux électeurs s'achèvera donc le 30 juin prochain. Retour sur les enjeux de l'enrôlement et l'impact de la propagation du délai, de la prorogation du délai. On en parle avec M. Traoré Mefloa, commissaire à la CEI. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Et M. Drissa Soulama, coordonnateur du Forum des organisations de la société civile en Afrique de l'Ouest, le FOSCAO. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour madame. Monsieur Traoré, hier, lors de la conférence de presse, la CEI a expliqué finalement les raisons qui l'ont amené à reporter ce délai. Mais pouvez-vous nous dire quel est le fondement juridique pour prendre une telle décision qui permet donc de prolonger les délais, et comment êtes-vous parvenu à cette décision qui, on le suppose, est collégiale? Oui, merci. Je voudrais vous remercier de l'occasion que vous nous donnez pour nous adresser donc encore une fois à nos électeurs. La décision a été prise effectivement de façon collégiale par l'ensemble des membres de la commission centrale, les 15 membres de la commission centrale, qui est l'organe de décision de la CEI, et la décision a été prise un peu pour permettre donc à un grand nombre de personnes qui ne se sont pas encore inscrites de venir. Mais l'ancrage, j'allais dire juridique, c'est un peu la période d'affichage donc de la liste électorale. La liste provisoire doit être affichée 3 mois avant le jour du scrutin. Et lorsqu'on fait ce calcul, la date des élections, c'est le 31. Si on fait un rétro-planning, nous tombons au plus tard le 1er août pour l'affichage de la liste provisoire. Du coup, nous avons un temps de traitement qui nous permet de d'élaguer tout ce qui est difficulté sur cette liste-là une fois l'enregistrement des pétitionnaires achevé. Du coup, ça nous donne les 6 jours que nous avons pour terminer donc les activités d'enrôlement. Mais pourquoi avoir attendu la veille de la date butoir? Oui. Même si vous êtes dans les délais impartis. Oui, même si nous sommes dans les délais, nous avons attendu parce que, c'est ce que je dis aussi, si la décision pouvait être prise par une seule personne, on allait le faire. Mais comme c'est collégial, il faut avoir la situation sur l'ensemble du territoire, y compris les centres d'enrôlement à l'extérieur. Il faut avoir le point de ce qui est fait et puis aussi, il faut écouter nos partenaires, surtout les parties prenantes,
hein, de ces opérations, à ces opérations électorales, c'est-à-dire les partis politiques, la société civile, pour ensuite décider de ce qui va mieux, de ce qui est bon pour la nation, parce que les élections, on l'organise effectivement pour la population. Monsieur Drissa, votre organisation s'intéresse aux questions électorales. Avez-vous suivi les précédentes élections présidentielles dans le pays et quelles sont les actions que vous menez concrètement sur le territoire, sur le terrain? Merci madame, merci pour l'opportunité que vous nous donnez cet après-midi de nous prononcer sur le processus électoral. Le Forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, FOSCAO, c'est une organisation sous-régionale. Nous avons notre bureau régional qui est basé à Abuja et dans les différents pays de la CEDEAO, nous avons des bureaux. En Côte d'Ivoire, le FOSCAO a été créé en 2005 et nous travaillons depuis 2010 sur le processus électoral. Nous faisons les campagnes de sensibilisation pour inciter les populations à se faire identifier, à s'enrôler sur la liste électorale. Nous faisons aussi l'observation. En dehors de cela, nous travaillons sur la question de la cohésion sociale, parce que vous savez que qui parle d'élection parle de cohésion sociale, parce que sans cohésion sociale, on ne peut pas avoir des élections apaisées. Donc nous travaillons aussi sur ces questions et nous travaillons aussi sur les questions des droits humains. Voici un certain nombre d'éléments, certaines activités que nous menons sur le terrain en Côte d'Ivoire. Surtout de la sensibilisation, donc oui. On a bien compris. Je reviens à vous, Monsieur Traoré. Votre institution a la lourde responsabilité de la révision de la liste électorale, une étape cruciale de l'élection présidentielle. Quels sont les moyens humains et matériels mis en œuvre? Oui, les moyens humains sont aussi importants que les moyens matériels. Les moyens humains, il faut savoir que nous avons sur l'ensemble du territoire près de 558 commissions locales, c'est-à-dire dans chaque sous-préfecture, dans chaque département, dans chaque région, nous avons installé des relais. Et dans ces commissions, nous avons 7 membres par commission. Donc, cela revient à faire une multiplication simple pour donner le chiffre de 3906 commissaires qui sont sur le terrain. Et ensuite, il y a les commissions de l'extérieur. Nous en avons 18. Là aussi, nous avons installé 7 commissaires par commission, j'allais dire, diplomatique. Au niveau donc, des centres d'enrôlement, nous avons créé, sinon tous les lieux de vote ont été érigés en centres d'enrôlement. Et nous en avons exactement 10 848 lieux. 10 848 lieux sont des centres d'enrôlement. En termes d'équipement, en termes de matériel, il a fallu avoir d'abord, je termine avec l'aspect des agents recenseurs. Vous savez, dans chaque centre de recensement, nous avons 3 agents. Donc, 10 800 multiplié par 3, nous sommes à près de 33 000 personnes qui travaillent sur cette opération au quotidien. Et ensuite, le matériel, il y a une tablette biométrique avec les données qui sont dans chaque lieu de vote, plus 10% de ce matériel-là avec les imprimés qui vont avec pour l'enregistrement physique des populations. Mais visiblement, ce dispositif n'est pas suffisant puisque vous avez décidé de le renforcer lors de cette prorogation de délai. Oui, on a décidé de le renforcer juste dans les endroits où il y a beaucoup d'affluence, où il y a de l'affluence. Vous pouvez nous donner des exemples? Oui, il y a la zone de Boaké, par exemple, qui est une zone de forte affluence. Nous avons à l'extérieur Paris, où il y a une forte affluence au niveau des lieux d'enrôlement. Et puis, on a aussi la zone de Korogo, on a aussi le Tonkui, qui sont des lieux, et puis aussi à Abidjan. Au niveau de la zone d'Abidjan, presque dans tous les centres, il y a un engorgement que nous constatons. Alors, la CIE a avancé comme argument l'engouement suscité par cette élection et l'enrôlement. Monsieur Drissa Soulama, vous êtes sur le terrain depuis le lancement de l'opération d'enrôlement le 10 juin dernier. Avez-vous noté un engouement de la part des populations dès le départ? Il faut dire que dès le départ, il n'y avait pas d'engouement. Le 10 juin? Le 10 juin, il n'y a pas d'engouement. Les bureaux étaient vides? Oui, les bureaux étaient quasi vides. Mais au fur et à mesure que la sensibilisation a commencé à s'accentuer, on a compris, on a vu qu'effectivement, il y a l'engouement, les populations véritablement vont vers les centres d'enrôlement pour se faire enrôler.
Mais ce qu'on a constaté également, c'est la confusion qui règne entre le recensement sur la liste électorale et l'établissement de la carte nationale d'identité. Donc, ce sont des éléments que nous avons constatés parce qu'aujourd'hui, compte tenu du fait qu'on demande des pièces, sur les pièces requises pour se faire enrôler sur la liste électorale, on demande le récépissé aussi de la carte nationale d'identité. Donc, il y a certaines populations qui veulent avoir le récépissé de la carte nationale d'identité pour aller se faire enrôler sur la liste électorale. Donc, ça fait qu'il y a une confusion qui s'installe aujourd'hui à ce niveau-là. Et la sensibilisation contribue véritablement à éclaircir ces éléments-là et à aider les populations à faire le meilleur choix pour pouvoir se faire enrôler sur la liste électorale. On va parler des difficultés que rencontre la population juste après. Avec cette nouvelle opération d'enrôlement et de révision de la liste électorale, combien d'électeurs pourraient être pris en compte pour la présidentielle d'octobre 2020? Oui, pour le moment, nous n'allons pas avancer de chiffres, parce que déjà, nous savons qu'il y a déjà 6 600 000 sur la liste électorale. Cette opération de révision qui est en cours n'est pas encore achevée. Donc, nous ne pouvons pas, ici et maintenant, avancer un chiffre au risque de dire des choses contradictoires lorsque nous allons donner donc, les chiffres définitifs. Mais vous avez des estimations que peut-être vous ne voulez pas divulguer, mais vous avancez, vous naviguez pas à vue. Vous avez des estimations. Oui, on a des estimations, mais chaque année, on fait des estimations et ces estimations ne sont jamais atteintes, donc on préfère être assez prudent. Alors, la CEI a proposé hier au gouvernement de proroger donc, le délai de l'opération d'enrôlement. 6 jours de plus, cela vous paraît suffisant pour absorber finalement tous ceux qui vont se présenter à vous? Non, cela est suffisant pour nous, CEI, pour être à jour le jour du vote. C'est-à-dire pour être à la date du 31 octobre capable d'organiser les élections. Ce jour est suffisant pour nous pour prendre ceux que nous pouvons prendre, ceux qui seront à jour de leur papier pour être enregistrés sur la liste électorale. Alors qu'on comprenne bien, votre objectif finalement, ce n'est pas d'enrôler toutes les personnes en capacité de le faire, mais c'est d'enrôler le maximum de personnes avant une date butoir qui vous est imposée. Parce que si cette date ne suffit pas, est-ce que vous allez la proroger encore? Non, nous n'avons pas la possibilité de la proroger, d'autant plus que cela impliquerait vraiment d'autres mécanismes en termes de changement de tests, de prise de décision, de consultation de l'Assemblée, etc., etc. Ça prend du temps et vous savez, ces actions-là ne sont pas aussi faciles à gérer que de dire nous avons un nombre déjà qualifié et ce nombre-là peut quand même compétir, disons, choisir les gouvernants que la Côte d'Ivoire voudrait bien se donner. Monsieur Drissa Soulama, est-ce un délai raisonnable selon vous? Est-ce suffisant, 6 jours de plus? Quand vous voyez, vous le dites vous-même, l'engouement des Ivoiriens. Je ne dirais pas que c'est suffisant, mais je pense que c'est quelque chose à saluer. Il faut le saluer parce que ce que nous avons constaté sur le terrain, c'est que, vu que c'est maintenant que la sensibilisation a commencé, les populations, certaines, c'est aujourd'hui que ces populations commencent à établir les documents pour se faire enrôler sur la liste électorale. Donc, nous étions à Dembokro, à Daloa, on a constaté c'est cela. Donc, aujourd'hui, en prolongeant, ça permet à certaines personnes qui avaient déjà des documents et qui étaient dans l'impossibilité de se faire enregistrer sur la liste électorale, de pouvoir le faire. Donc je pense que c'est une opportunité pour les populations et que nous saluons cette opportunité et nous disons merci à la Commission pour pouvoir pour proroger ces 6 jours et permettre à ces populations qui étaient déjà en retard de pouvoir s'enregistrer sur la liste électorale. Parce qu'il y en a beaucoup. Les populations semblent rencontrer d'énormes difficultés dans la confection et l'acquisition des documents administratifs nécessaires à cette opération d'enrôlement. Comment l'expliquez-vous? Que se passe-t-il exactement avec ces pièces d'identité? Je ne voudrais pas faire de la polémique autour de la question. C'est que l'opération d'obtention des pièces administratives est une opération qui se fait tous les jours. Et donc, l'activité que mène la CEI, qui est tributaire aussi de ces documents administratifs-là, doit être pour nous, au niveau de la CEI, une activité commune, une activité régulière qui ne doit pas être une période qui demande beaucoup de confusion, comme il l'a dit, en termes, je n'ai pas les papiers, j'ai les papiers,
aidons-les à avoir leurs papiers. Non, c'est parce que nous sommes tombés dans une période où, en même temps, il y a une opération d'identification qui se fait, et puis il y a les élections présidentielles qui arrivent, où il faut encore recenser tous ceux qui sont en âge de voter pour les mettre sur la liste électorale. Vous voulez dire quoi? Que l'administration est plus sollicitée qu'en temps normal? Qu'il y a un pic actuellement des demandes? Il y a un pic. Il y a un pic parce qu'il y a aussi, comme je l'ai dit, l'opération de la carte nationale d'identité qui est menée par l'ONESI, hein, l'organe chargé de l'identification des populations, est une activité qui a commencé il y a, je peux dire, au début de l'année. Et cette même année 2020, étant une année électorale, les deux activités coïncident. C'est ce qui fait qu'on a tendance à voir qu'il y a des difficultés à avoir les documents pour se faire inscrire sur la liste électorale. Mais je peux dire aussi que l'État a facilité tout ça. L'État a facilité en termes d'obtention du certificat de nationalité. Voilà pourquoi la CEI aussi a fait des ouvertures avec le récépissé donc, de l'enregistrement. On doit pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. Mais, M. Traoré, les élections présidentielles ne viennent jamais par surprise, elles se déroulent régulièrement à date fixe. Hein. Mais à l'approche de cette échéance, on observe toujours les mêmes difficultés, de même nature, en 2015, en 2020 et peut-être encore en 2025. On se demande finalement quel est le travail de la CEI, quel est votre travail d'une échéance à l'autre? Que faites-vous pour pouvoir anticiper ces problèmes qui deviennent récurrents finalement? Oui, d'une élection à une autre, la CEI travaille. Quand la CEI finit l'élection présidentielle, il y a les élections législatives qui se présentent, il y a ensuite les élections municipales que nous avons, et puis l'élection sénatoriale qui est là. Alors, donc, le cycle électoral commençant par l'élection présidentielle est toujours vu comme la période la plus chaude. Sinon, nous travaillons d'une élection à une autre, nous travaillons sur l'essentiel des éléments à mettre en place. À savoir quoi? À savoir le planning, l'exécution, la commande des documents, la réflexion sur la formation des agents, etc., etc. Il y a toutes ces activités qui sont mises en œuvre. Mais on est bien d'accord que l'élection présidentielle cristallise les tensions et que les élections intermédiaires ou locales qui sont très importantes dans l'exercice de la démocratie, mais aucune élection municipale n'a suscité une crise, une grave crise. Donc pourquoi ne pas justement focaliser sur l'élection présidentielle qui revient régulièrement chaque 5 ans? On sait à quelle date elle sera, cette élection, et pourtant, on a l'impression de toujours se préparer quelques instants avant. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'élection présidentielle est une élection particulière. L'élection présidentielle, c'est pour gouverner l'ensemble des Ivoiriens. C'est pour gouverner et ce qui a une différence avec l'élection municipale où c'est une élection locale où nous voyons effectivement les partis politiques se battre pour avoir le plus grand nombre d'élus, mais en même temps, ça n'a pas la même force que l'élection présidentielle qui cristallise en fait l'ensemble des populations parce que nous avons une seule circonscription, nous n'en avons pas deux, une seule circonscription, quel que soit là où nous sommes en Côte d'Ivoire, on forme, j'allais dire si c'était un seul bureau de vote, nous sommes dans un seul bureau de vote. Alors, donc, les activités qui doivent préparer cette élection-là sont des activités qui sont connues et qui sont mises en œuvre au fur et à mesure. Il faut comprendre aussi que chaque élection a sa particularité. Ça dépend de l'histoire avant, c'est-à-dire le passé avant les élections, c'est-à-dire quoi? De 2005 de 2015 à 2020, beaucoup d'événements se sont passés. Le contexte politique a plus ou moins évolué. Cela peut impacter davantage sur la préparation des élections. Mais toujours est-il que nous nous mettons au travail et nous sommes toujours au travail
et nous faisons ce qu'il faut comme activité pour être à jour le jour de l'élection en termes d'équipement, en termes de personnel, en termes de moyens humains, etc. Alors en Côte d'Ivoire, le vote n'est pas obligatoire, mais c'est un droit. Comment l'État peut s'y prendre pour que les citoyens jouissent pleinement de ce droit? Monsieur Drissa. Merci. Comme on le dit, en Côte d'Ivoire, le vote, c'est un droit. Mais ce que nous avons constaté, c'est qu'en termes de documents, comme M. Traoré le disait, en termes de documents, chaque fois, les populations courent à la dernière minute pour se faire des documents. C'est parce qu'au niveau national, la question même du fichier d'identification n'est pas mise en place. Aujourd'hui, vous allez dans certaines contrées, les populations n'ont pas de documents, n'ont même pas les certificats de naissance. Aujourd'hui, lorsqu'on dit que c'est la révision de la liste électorale, il faut s'inscrire sur la liste électorale. C'est en ce moment, d'autres cherchent à établir des documents administratifs, notamment des jugements, avant de venir faire le certificat de nationalité. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et encore cette année, avec une année particulière, avec le Covid, où Abidjan est isolé, c'est à certaines populations qui sont aujourd'hui à Abidjan qui n'ont pas de documents, qui n'ont pas les certificats de naissance, par exemple. Or, ils sont nés ailleurs. Ils doivent aller chercher les certificats de naissance pour venir pour établir un certificat de nationalité. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, on a des difficultés pour se faire enrôler sur la liste électorale. Et donc ça, c'est au niveau des populations. Les Oui. populations, quoi, manquent de sérieux ou ne réalisent pas l'importance d'avoir une personnalité juridique, une existence juridique? Oui, il y a beaucoup qui ne voient pas l'importance d'avoir un extrait de naissance, une carte nationale d'identité. Parce qu'il y a quelqu'un, il est chez lui au village, mais il dit « je ne voyage pas ». Donc, bon, ce n'est pas la peine, parce que c'est obligé d'avoir une carte nationale d'identité. Donc, il est chez lui. Il ne réalise pas que pour avoir un document administratif, notamment un extrait de naissance, une carte nationale d'identité, il ne réalise pas l'importance. C'est lorsqu'il doit sortir, il se dit que, bon, ok, comme je dois sortir, peut-être qu'en cours de route, on va me demander les documents. C'est en ce moment, il réalise qu'effectivement, il faut faire une carte nationale d'identité, il faut avoir une attestation d'identité pour pouvoir sortir. Alors, l'État devrait peut-être accentuer cette question, notamment par l'organisation des audiences foraines. On sait que ça se fait, mais souvent on attend la période des élections pour pouvoir organiser les audiences foraines, alors qu'il faut le faire en amont et même sensibiliser la population sur l'importance. Dès leur plus bas âge, peut-être? Oui, dès leur plus bas âge, parce que ce qu'on a constaté avant, lorsque tu nais et que tu n'as même pas de certificat de naissance, souvent c'était difficile de pouvoir t'inscrire à l'école. Même si tu es inscrit, mais lorsque tu arrives au CM2, pour pouvoir passer l'entrée en 6e, il était obligatoire d'avoir une certificat de naissance. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, les populations ne s'intéressent pas beaucoup aux documents, notamment la carte nationale d'identité et les certificats de naissance, qui est le premier document que les populations doivent avoir. Donc, il est bon d'inciter les populations, non seulement de les sensibiliser pour qu'on ait à l'esprit l'importance, non seulement des documents administratifs. Alors, messieurs, est-ce que la révision de la liste électorale est avant tout un enjeu majeur pour les partis politiques ou pour les populations? Ou les deux, peut-être? Oui, j'allais dire pour les deux. Pour les deux. Pourquoi? Parce que les populations, c'est un enjeu important pour pouvoir choisir leur maire. Je l'ai tout à l'heure dit. Pour choisir leur président du conseil régional, les députés. Surtout au niveau local, ça a une forte importance parce que avoir participé à une élection et choisir celui que tu veux qui soit le premier responsable de ta commune parce qu'il a un projet, oui, les populations trouvent un enjeu à cela, à participer justement aux élections. Pour les partis politiques, vraiment, leur rôle, c'est de diriger, c'est d'accéder au pouvoir. Et donc, c'est encore plus important pour eux de participer à ces différents processus que la CEI met en œuvre pour organiser les élections. Mais vous le disiez tout à l'heure, j'ai envie de savoir, réfléchir avec vous à l'engouement, on va dire, actuel pour cette élection. Est-ce que c'est l'actualité politique? Est-ce que l'enjeu politique fait d'alliances et de recomposition peut, à votre avis, susciter plus d'engouement au sein à la fois des partis politiques et auprès de leurs militants? Est-ce que c'est une élection qui est peut-être plus ouverte que les précédentes et qui expliquerait l'intérêt des populations? Oui, je dirais que c'est une élection qui est plus ouverte. Lorsqu'on se réfère à 2010, c'était le même engouement. Parce qu'aujourd'hui, le champ politique, il y a une recomposition sur le champ politique. Il y avait des alliances qui se sont
plus ou moins Disloqué. disloqué. Voilà. Donc, aujourd'hui, personne ne peut dire que je vais aller gagner immédiatement. Donc, aujourd'hui, c'est un enjeu majeur. Et aujourd'hui, toutes les populations, toutes les partis politiques se préparent pour la conquête du pouvoir. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important, non seulement pour les partis politiques, de faire en sorte que, au soir du 31 octobre, le candidat puisse être soit au second tour ou gagner. Voilà. Je vous laisse la parole pour revenir sur un événement. Sur saisine de l'opposition, la Cour africaine avait demandé à la Côte d'Ivoire de réformer sa commission électorale. Et le 29 avril 2020, la Côte d'Ivoire a retiré sa déclaration de compétence de la Cour africaine des droits de l'homme. Monsieur Drissa Soulama, en tant que représentant d'une association à vocation régionale, comment avez-vous accueilli cette décision? Merci. Il faut dire que la Côte d'Ivoire était citée parmi les pays, était citée comme un exemple parmi les pays en Afrique, parce que la Côte d'Ivoire est le pays qui a adopté une loi de protection des défenseurs des droits humains. Ça, c'est quelque chose d'important. Il y a moins de pays qui l'ont fait. La Côte d'Ivoire l'a fait. Et ensuite, la Côte d'Ivoire a adhéré à la compétence de la Cour qui permet non seulement aux associations, aux individus de pouvoir saisir la Cour. Je crois que c'était une très bonne chose et la Côte d'Ivoire était véritablement félicitée pour cela. Mais on se rend compte que pour une situation, la Côte d'Ivoire retire sa compétence. Pour nous, c'est quand même un recul en matière de protection des droits humains. Parce qu'aujourd'hui, on se dit quoi, est-ce que pour une telle situation, il faut véritablement se retirer de quelque chose alors que ça permet de renforcer non seulement les droits humains, mais ça permet aussi de renforcer la démocratie dans notre pays. Donc c'est quelque chose qui est regrettable, mais que nous sommes en train de faire le plaidoyer pour voir comment la Côte d'Ivoire doit pouvoir se revenir sur sa position. Parce que la Côte d'Ivoire est candidate au Conseil des droits de l'homme pour la période de 2021-2023. Donc ça aussi, ça risque de jouer dans la balance. Alors, dernière question rapidement, messieurs. Les élections font l'objet de toutes les attentions, mais aussi de nombreuses contestations qui vont parfois jusqu'à la remise en question du processus électoral. Monsieur Traoré Meffoua, la CEI fait l'objet de nombreuses critiques à l'approche de l'élection présidentielle, à fortiori à cette date-là. Que pouvez-vous dire aux populations pour finalement les convaincre de la crédibilité de votre institution? Merci, madame. La CEI, que l'on connaît avec ces trois lettres, la Commission électorale indépendante, est une maison qui, en réalité, est le fruit d'un consensus. C'est le consensus du pouvoir, entre le pouvoir, les partis politiques, la société civile, qui donne forme à la CEI. Et les commissaires de la CEI travaillent dans le sens du consensus. On se réunit, nous nous réunissons pratiquement tous les mercredis en commission centrale et nous décidons de façon collégiale de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Alors, le processus, une fois lancé, tout le monde connaît, en tout cas pour ceux qui sont dans le domaine des élections, connaissent les activités essentielles à mener pour faire une élection. Et donc, pour la CEI, c'est ce travail qui est fait tous les jours. Mais écoutez, nous sommes dans un monde de démocratie, comme on le dit, où la parole est libérée. Alors, la CEI ne peut pas, en tout cas, empêcher un journaliste ou encore un citoyen qui se sent frustré de dire ce qu'il pense de la CEI. Au niveau des résultats, les résultats sont donnés en fonction de ce qui revient du terrain. Est-ce que vous voyez, madame? Donc, pour ce qui est de la CEI, c'est normal, nous acceptons les critiques, mais nous demandons aussi aux autres acteurs de s'impliquer véritablement dans l'éducation de leurs militants. Par exemple, savoir voter, il faut savoir voter. Il faut avoir des représentants dans les bureaux de vote. Donc, autant d'éléments qu'il faut que les partis qui nous accompagnent dans le processus puissent aussi faire pour vraiment atteindre les objectifs. Donc, on aura bien compris, vous acceptez les critiques, mais que chacun y prenne sa part. C'est la fin de cette émission. Messieurs, merci pour votre contribution. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que l'enrôlement se poursuit jusqu'au 30 juin inclus. Restez sur RTI 1.